parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les apprentissages non conventionnels. Est-ce que ces apprentissages non conventionnels, qu'on va définir simplement, loin de nous la volonté de faire des conférences universitaires, qu'on va définir simplement, est-ce que ces apprentissages non conventionnels sont une chance pour l'Afrique? Alors, je vais poser une ou deux questions dans la salle. Madame Zebi, on a compris ce que vous avez dit, mais est-ce que vous exercez la profession pour laquelle vous avez fait des études? Non. Et Andeka, est-ce que tu exerces la profession pour laquelle tu as fait des études? Non. Emmanuel Dibo, est-ce que tu exerces la profession pour laquelle tu as fait des études? Oui. Très bien. Qui exerce dans la salle la profession pour laquelle il a fait des études? Très bien. Donc on voit que c'est une grande majorité. Dans le système francophone, la plupart des individus exercent le métier pour lequel ils ont eu un diplôme à l'école. Mais si j'en crois les statistiques de l'UNESCO, aujourd'hui, 38% des adultes africains sont analphabètes. Il faut ajouter à ces adultes-là l'ensemble des enfants qui sortent du système scolaire, que ce soit au niveau primaire, secondaire et universitaire. Ces gens-là viennent s'ajouter aux 153 millions d'adultes analphabètes. Cette même étude de l'UNESCO nous montre que si les gens sont éduqués, s'ils sont alphabétisés, ils seront capables de se prendre en charge. Donc, l'histoire ou les histoires que je vais vous raconter sont celles de personnes ordinaires qui font un travail extraordinaire. Il s'agit de nos garagistes, nos menuisiers, nos plombiers, nos ferronniers, avec qui nous travaillons tous les jours et qui ne sont pas allés à l'école. La première histoire, c'est celle de Flana Soro, 74 ans, analphabète, handicapé, qui a fabriqué la première voiture made in Côte d'Ivoire. Je pense que chacun de nous doit considérer ce monsieur comme un immortel. La deuxième histoire, elle m'a été racontée par monsieur Isaac Nyambayao, actuel DG de la Poste. Il a raconté le 11 novembre dernier, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux jeunes femmes d'un programme qu'on appelle She's the Code, que je vais mentionner tout à l'heure. Isaac a acheté une voiture de marque française, je ne dirai pas la marque. Quelques années après son utilisation, la voiture refuse de démarrer. Alors, il va évidemment, naturellement, voir le concessionnaire qui examine la voiture et qui lui dit, Monsieur Nyamba, votre voiture a un problème sérieux. C'est l'ordinateur de bord qu'on appelle la boîte noire qui est morte. Il n'y a pas d'autre solution, il faut changer la boîte noire. Ok, Nyamba Yao dit, d'accord, je suis d'accord. Combien elle coûte cette boîte noire? Elle coûte à peu près 2,5 millions. Il dit, ah bon? Bon. Il essaye avec un autre garagiste qui a pignon sur rue, qu'il va voir. Le garagiste fait le même diagnostic et lui dit, de toutes les façons, monsieur Isaac Nyambayao, vous n'avez pas d'autre choix que de changer la boîte noire. Parce qu'on ne la répare pas. 2,5 millions quand même, c'est beaucoup d'argent à sortir. Donc, à la faveur des discussions avec ses amis, on lui conseille d'aller voir à la casse. D'ailleurs, ses amis lui ont dit, on ne comprend pas Isaac. Toi, tu vas chez le concessionnaire, nous, on va à la casse. Donc, Isaac va à la casse et il rencontre un des commerçants, vendeur de pièces détachées, qui lui dit, ah, ton affaire de boîte noire, là, vraiment, moi, je ne peux pas. Il faut voir le petit qui est assis dans le coin là-bas. Là. Isaac se dirige vers le jeune homme qui a à peine 16 ans, qui visiblement n'est pas allé à l'école, qui est assis là avec pas mal de cartes mères démontées. Il lui demande, est-ce que tu peux réparer ma boîte noire? Le petit lui dit, oui, je peux la réparer, mais ça va prendre du temps. Donc, apportez-moi votre voiture, jeudi,
et puis vous me la laissez jusqu'à samedi, vous venez la chercher. Je crois que j'aurai eu suffisamment de temps pour réparer la boîte noire de votre voiture. Isaac s'est dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Il répare chez lui. Il laisse passer la date du rendez-vous de samedi, dimanche, lundi, et il revient mardi. Quand il revient, il retrouve le vieux qu'il avait rencontré, qui était le vendeur de pièces détachées, qui lui dit, Monsieur Nyamba Yao, je m'excuse, la voiture est sortie pour aller faire des courses. La voiture est sortie pour aller faire des courses. Oui, elle est sortie pour aller faire des courses. Très bien. Attendez un tout petit peu. La voiture revient avec le petit et il lui dit, patron, la voiture est réparée, ça y est, c'est bon, vous pouvez prendre votre voiture. Il lui dit, mais il y a juste un petit problème. Comme je n'ai pas beaucoup de matériel, j'ai démonté la boîte noire, j'ai dû remettre tous vos compteurs kilométriques à zéro. Donc c'est comme si vous avez une nouvelle voiture. Il dit, c'est tout? Il dit, oui. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, ah, tonton, nous on se débrouille ici. Hein? Voilà. Bien. Alors, ceci pour vous dire quoi? Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle l'apprentissage non conventionnel, ce sont les différents endroits où ce genre de personnages, comme le jeune homme, comme M. Flanan Souro, ont libéré leur énergie, leur innovation et leurs compétences. Ce n'est pas une école formelle, mais ce sont les endroits où celui qui se sent investi de connaissances et de compétences la transmet à sa façon. Et ces gens-là, il faut les encourager parce que c'est une chance pour l'Afrique. Pourquoi? Quand on regarde les statistiques, plus de la moitié, Guamene l'a dit tout à l'heure, des enfants qui vont à l'école sortent du système. Qu'est-ce qu'on en fait? Sans compter que le système traditionnel ne propose rien. Donc, il faut permettre à ceux qui ont un bout de connaissance, ceux qui ont un bout de compétence de la transmettre. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage non conventionnel ou encore l'apprentissage non formel. Chacun de nous se sent investi d'une mission. Transmettre ce qu'il sait faire, transmettre ce qu'il connaît. Et ça m'amène à raconter l'histoire de deux grandes histoires. La première, sur la diapo suivante, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un programme qui s'appelle She is the Code, qui a été initié par une ONG dont on a parlé quand on me présentait, qui s'appelle Akendewa. Pourquoi Akendewa? C'est la toile d'araignée, par analogie à la toile de l'Internet mondial. Et à Akendewa, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Patrick Ouma, le monsieur qui est en veste au milieu là, qui a décidé d'apprendre l'informatique et tout ce qui est lié aux techniques de l'information et de la communication aux femmes. Aux femmes qui chacune ont leur métier et qui, à partir de ça, vont pouvoir se débrouiller et se libérer. Le 11 donc, janvier dernier, on a été invité pour donner les diplômes. Et les témoignages des filles nous ont donné des larmes. Il y avait une jeune fille particulièrement qui n'avait aucune confiance en elle, qui n'arrivait pas à parler, qui n'arrivait pas à s'exprimer en public parce que comme elle n'est pas allée à l'école, sa syntaxe n'est pas conventionnelle. Et avec ce programme, non seulement elle a libéré son énergie, elle a pris confiance en elle. Aujourd'hui, je crois que si Israël Yoruba était là, il allait vous dire, elle a été embauchée comme community manager qui va travailler pour une grande société. Est-ce qu'elle, ce n'est pas une immortelle? Oui, c'est une immortelle. Voici un exemple donc d'apprentissage non conventionnel. Alors, pour nous, les enseignants, il y a un exemple aussi que je vais vous exposer, c'est le professeur Akeasi Laurent. Tout le monde le connaît, plus ou moins, parce que c'est l'un des plus grands botanistes, ethnobotanistes du monde. J'explique grosso modo, il connaît les plantes.
Il connaît plus de 2000 espèces de plantes et leur utilisation par cœur. Comment on l'a découvert? À l'âge de 16 ans, son père, qui était gaz forestier, recevait des missionnaires qui venaient de France, dont un professeur de pharmacodynamie, celui qui travaille sur les plantes, un ethnobotaniste. Son père lui dit, écoute, moi je suis fatigué, accompagne le monsieur pour ses recherches de plantes. Ce que je vous dis, c'est que pourquoi on fait des recherches sur les plantes? Parce que tous les nouveaux médicaments qu'on trouve viennent des plantes, d'abord, avant d'être synthétisés. Donc ce professeur de pharmacie va avec le petit Akeasi, 16 ans, et il se rend compte que Akeasi connaît plus de 2000 espèces de plantes. Donc il revient, il dit aux autorités universitaires, vous ferez mieux d'embaucher ce jeune homme. Il a été embauché comme technicien, garçon de laboratoire. Comme il n'a pas fait des études universitaires normales, ni secondaires normales, on lui a fait passer ce qu'on appelle une thèse d'université. C'est une disposition qui existe pour prendre en compte ce que vous savez déjà. Il a passé sa thèse d'université et il est donc mort en 2014. Mais quand vous dites Akeasi dans le monde, c'est probablement, après Didier Drogba et les footballeurs, l'un des plus grands ambassadeurs de Côte d'Ivoire et des universités africaines. Lui aussi, c'est un immortel. Alors, vous et moi, après 30 ans d'enseignement, et ayant vu les lacunes du système moderne, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut peut-être prendre en compte ce qu'on appelle la validation des acquis. Il s'agit de quoi? Il s'agit pour les gens comme nous qui enseignons, qui délivrons des diplômes, d'aller voir le garagiste. Si ça fait 30 ans qu'il travaille sur les Mercedes, il est probablement un expert dans son domaine. Donc le prendre, voir ses connaissances, lui donner le niveau et lui permettre d'avoir le diplôme et l'intégrer dans le système d'enseignement. C'est comme ça que nos pays qui ont raté quelque part le coche en laissant sortir des jeunes, des moins jeunes du système éducatif ou en ne donnant pas la formation à ces gens-là, c'est comme ça qu'on peut se rattraper pour que chacun d'entre nous ou chacun d'entre vous soit capable de transmettre connaissances et compétences pour qu'on devienne immortel. Je vous remercie. Selon vous, quelles autres actions comme TEDx pourraient emmener notre jeunesse à une prise de conscience? Notre jeunesse a besoin de modèles. Et les modèles, il faut que dans des conférences comme celle qu'organise TEDx, ces modèles soient présentés, soient valorisés pour que notre jeunesse puisse prendre conscience qu'on peut y arriver en travaillant. Est-ce qu'avec de simples mots, on peut convaincre une jeunesse? Il n'y a rien de plus puissant que la parole. Il n'y a rien de plus puissant que les mots. Mais comme l'a dit tout à l'heure Mme Nguessan, il faut savoir rendre, il faut savoir susciter l'envie et il faut savoir attirer les jeunes. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quel regard? Mi-figue, mi-raisin. On parle plus qu'on agit. Mais comme je vous dis, c'est les différentes réussites qui vont attirer les jeunes vers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas des conférences où on parle de voilà, il faut entreprendre, c'est comme si, etc. Non, les faits. Delmo est un exemple. Madame Nguessan est un exemple. Madame Fleur est un exemple. Ce sont ces exemples-là qu'il faut montrer aux jeunes pour les attirer vers l'entrepreneuriat et les encourager. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens sont désœuvrés. Montrer les difficultés que les gens ont eues, montrer leur que l'entreprendre, ce n'est pas aussi facile que ça, mais comme l'a dit Delmo, si on a le courage, si on est motivé, on peut y arriver. Je vous incite, mesdames et messieurs, jeunes gens, à suivre Magic Builder TV. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.